Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. En RDC, les jours passent sans que la situation ne semble s'améliorer. Ce dimanche, rebelles du M23, armée fédérale congolaise et milices d'autodéfense se sont affrontés à l'est du pays. Selon des sources locales, des cas d'enlèvement de civils auraient eu lieu. En matière environnementale, sur le continent, le Gabon fait office de bon élève. En 2018, Libreville a opté pour la certification label FSC, un processus qui obéit à certaines normes internationales en matière de gestion durable des forêts. Et avec l'arrêt total de l'opération Barkhane au Mali ou encore l'adhésion du Togo et du Gabon au Commonwealth, la diplomatie française en Afrique francophone a semblé battre de l'aile cette année. En fin d'édition, nous reviendrons sur la perte de son influence dans certains pays du continent africain. Ce sera dans notre rétrospective. De nouveaux affrontements ont éclaté dimanche dans l'est de la RDC. Ils opposaient de nouveau les rebelles du M23 à l'armée congolaise, mais également une milice d'autodéfense. Selon des sources locales, des cas d'enlèvement de civils par les rebelles ont été recensés. Depuis quelques mois, la résurgence du M23 a provoqué un regain de tension entre la RDC et son voisin rwandais, Émeric Torognan. Alors que le M23 a annoncé vendredi son retrait de Kibumba, à l'est de la RDC, dans les localités de Bichoucha et de Tongo, les affrontements font rage. Les combats qui ont commencé depuis dimanche se poursuivent et opposent le groupe rebelle à l'armée congolaise et au Niatura, une milice d'autodéfense anti-M23. Selon des sources locales, de nombreux civils accusés de collaborer avec des groupes armés rivaux dans ces localités théâtres des affrontements ont été enlevés par le M23. Nous avons essayé de contacter le M23. Ils nous ont dit que nos frères sont en vie. On les accuse de travailler avec les FDLR et Niatura. Nous demandons que nos frères soient libérés, que le gouvernement s'implique. À Tongo et ses environs, une cinquantaine de personnes accusées de collaborer avec les Niatura et le FDLR, un groupe armé d'origine hutu-rwandaise, ont été arrêtées. Seule une quinzaine, notamment des femmes, auraient été libérées par la suite, selon un acteur local de la société civile. D'autres personnes enlevées auraient été transférées vers Rutshuru Centre, ville considérée comme l'actuelle base du M23, témoigne un proche d'une victime. Ils ont fait 3 jours dans le cachot. Ils étaient ligotés avant d'être transférés vers Rutshuru Centre. On les accuse de travailler avec les Niatura et FDLR. Le M23 a annoncé vendredi son retrait de Kibumba, une position stratégique près de Goma. Mais l'armée congolaise avait qualifié ce retrait de leurre pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Elle avait dénoncé un désengagement stratégique de cette rébellion dans l'objectif de renforcer ses autres positions. Et justement, dans ce contexte de tension armée, ce lundi, dans une déclaration à 3 voix, l'opposant Martin Fayulu, l'ancien Premier ministre Moïse Katumbi et le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, ont déploré un manque de leadership et de gouvernance de la part du gouvernement actuel qu'ils qualifient d'irresponsable et répressif. Sur le dossier rwandais, les 3 hommes exigent la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et la fermeture de toutes les frontières avec ce pays. Et en politique interne, il reproche au président Tshisekedi de mener une politique d'externalisation de la sécurité nationale à des forces étrangères. Sur le terrain sécuritaire, toujours le 9 décembre dernier, le Burkina Faso a proposé aux partenaires sociaux un prélèvement d'1% sur le salaire net des travailleurs du public et du privé, un prélèvement pour contribuer à la lutte antiterroriste. Un financement qui devrait permettre d'armer les 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, recrutés il y a une semaine. Mais comment les travailleurs ont-ils accueilli cette proposition? Réponse avec notre correspondant local, Edem Aibla. Dans le cadre de l'effort de guerre au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a proposé la mise en place d'un fonds spécial pour financer l'effort de guerre, un communiqué qui est bien accueilli. Je pense que l'État a eu une idée très géniale en créant ce fonds. Là, toutes les conditions seront logées en un seul endroit et le contrôle est plus facile. Et maintenant, les 1%, quand on regarde, même sur un salaire de 500 000, c'est 5 000 francs. Donc, ça veut dire que c'est supportable.
Maintenant, il va sans dire que les syndicats vont se réunir demain, l'Union d'action syndicale, pour analyser. Parce qu'il va falloir maintenant préciser la durée. Est-ce que c'est indéfiniment? C'est juste pour la durée de la transition, pour que les gens soient situés, pour que ce soit pas une habitude qu'on va perdurer quand il y aura des élections. Si l'appel aux bonnes volontés de guerre a été salué, cette contribution d'un prélèvement de 1% sur les salaires nets des travailleurs du public et du privé est diversement appréciée. Il faut même plus que ça. À mon humble avis, 1% ce n'est rien. Il faut aller au-delà de 1% pour que nous puissions carrément terminer avec ces gens-là. L'idée, c'est une très bonne vision, mais elle est insuffisante dans la mesure où arrêter un montant fixe pour tous les revenus, cela me paraît injuste. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a 300 000 francs, 1%, ça fait 3 000. Celui qui a 3 millions, 1%, c'est 30 000. Alors, il faut faire la part des choses. Celui qui a plus doit contribuer plus, proportionnellement à son revenu, pour l'efficacité et la justice sociale. Cette forme de mobilisation de ressources enclenchée par le gouvernement est inédite par bien des aspects. De ce fait, il s'agit d'une première qui doit être sujet à réflexion afin d'accroître sa réussite pour le bien commun du Burkina Faso. Au Congo, le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso a effectué la ronde des 4 sites dédiés aux forces armées congolaises dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Une visite de terrain, illustration du gouvernement sur l'opérationnalisation des casernes militaires. Reportage de notre correspondant sur place, Louis-Marcel Satou. La base vie de Mbamou, les casernes de Ndouo, Casse-Barnier et celle du 401e bataillon d'infanterie sont les 4 sites visités par le Premier ministre en présence de quelques membres du gouvernement et du haut commandement militaire. Ces infrastructures modernes, destinées à l'hébergement des officiers supérieurs, sous-officiers et autres, intègrent l'engagement du président de la République relatif à l'opérationnalisation des casernes militaires. Le président de la République, qui tirant les leçons de ce que nous avons connu antérieurement, a pensé offrir ces belles installations à nos forces armées congolaises. Nous ne pourrons que nous en réjouir. Tout cet investissement mérite d'être bien entretenu pour que nous n'ayons pas à subir, comme nous interpellait il y a quelque temps le président de la République, ce processus de construction, destruction, reconstruction. Quelques éléments importants ont été signalés lors de cette visite, notamment le mauvais état des routes, le manque d'eau potable, le faible niveau d'éclairage, la mauvaise couverture téléphonique. Il a été également constaté l'existence de quelques têtes d'érosion aux extrémités de ces sites. Ici, le chef du gouvernement a exprimé sa désolation. On a déplacé ces casernes pour les mettre ici de façon à les éloigner des populations, des habitations populaires. Comment comprendre encore que les mêmes populations suivent les casernes jusqu'ici, et si demain il y a problème, ce sera encore la responsabilité de l'État. Il faut encore y faire face. Vous voyez, des comportements de cette nature ne sont pas de nature à favoriser le développement. En Afrique du Sud, 4 jours après l'explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg, le bilan humain s'est aggravé. Dans un communiqué, les autorités régionales de santé annoncent la mort de 18 personnes, 18 victimes, dont 9 travaillaient à l'hôpital Tambo Memorial, qui a été soufflé par l'explosion avec des vitres brisées et des plafonds effondrés. Au Sénégal, le célèbre lac rose est menacé, ou du moins la teinte rose caractéristique du lac, en raison notamment de la saison des pluies qui a provoqué une exceptionnelle montée des eaux. Conséquence, des tonnes de sel récoltées l'été dernier ont été emportées par les flots. Outre les récoltes de sel, c'est aussi l'attraction touristique autour de ce lac qui risque d'être impactée. Une situation qui préoccupe notamment les artisans, les vendeurs ou les exploitants de bateaux dont le lac constitue l'activité principale.
Dans le but de donner plus de valeur aux produits de ces forêts, le Gabon a opté en 2018 pour la certification FSC, un processus qui obéit à certaines normes internationales en matière de gestion durable des forêts, mais aussi de la commercialisation du bois. Malgré quelques désaccords entre les exploitants et le gouvernement, la situation se précise. Explication avec nos correspondants Muriel Ndong Eyene et Joël Tatou. Depuis 2018, le processus de certification du bois gabonais suit son cours et démontre de la volonté du pays à gérer durablement ses forêts avec plus de valeur sur le bois local, quand bien même le procédé reste encore peu compris du grand public. Amener l'exploitation forestière à la certification, c'est concilier 3 gros piliers. Protection de l'environnement, protection des communautés et amélioration des conditions de vie des communautés, et amélioration de la trésorerie. C'est des gens qui vendent dans des marchés où ce bois se vend plus cher. Amener tous les opérateurs à ça permet au Gabon de pouvoir aussi continuer à préserver l'environnement, améliorer la prise en compte des opérateurs forestiers sur les questions des communautés riveraines aux concessions forestières. Assurer un développement économique par le bois, le Gabon s'y attelle en tenant compte de tous les contours en vue de continuer à garder sa position en matière de préservation de l'environnement et aussi mieux tirer profit de cette matière. Le bois certifié du Gabon donne des garanties supplémentaires, aussi bien au marché international que la société civile internationale qui exige une qualité environnementale dans la gestion des forêts et l'exploitation des forêts. Ce bois donc peut donner ces garanties supplémentaires de sa durabilité et de la responsabilité des entreprises pour ne pas entraîner des dégâts non contrôlés sur les forêts, pour assurer une certaine traçabilité et la légalité dans la gestion des forêts du Gabon. Alors que certains s'interrogent encore sur l'apport du bois certifié sur le PIB national, les experts restent optimistes. Oui, la certification contribue efficacement à l'économie du Gabon parce qu'elle réduit l'illégalité qui fait perdre de l'argent. Elle réduit le besoin d'avoir à recourir, par exemple, au marché ou peu regardant sur la légalité des forêts et rechercher les marchés où on demande des produits certifiés du fait qu'un bois certifié FSC se vend plus cher sur le marché qu'un bois non certifié. Voilà qui est clair, pour le Gabon, cette mesure de certification de son bois est aussi le moyen pour le pays de faire du secteur forestier le pilier de l'économie verte et il entend créer entre 30 000 et 50 000 emplois par an dans ce secteur porteur. Au Burkina Faso, au moins 10 morts dans l'explosion d'un bus, au moins 113 migrants secourus en mer Méditerranée. Et en Tunisie, le gouvernement qui annonce un budget en hausse en 2023. C'est le reste de l'actualité réalisée par Souilas Bailly et Noël Ndong. Au moins 10 passagers ont trouvé la mort dans l'explosion d'un bus ce dimanche dans l'est du Burkina Faso. Leur véhicule a été la cible d'une attaque à l'engin explosif improvisé. Le drame s'est déroulé dans l'après-midi du 25 décembre. Le minibus de transport en commun a heurté une mine sur l'axe Fadan-Gourma-Kanchari. L'explosion, qui a causé le décès de 10 passagers, a aussi fait 5 blessés. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir. D'autres passagers seraient portés disparus. Les victimes seraient principalement des femmes et des enfants. Depuis 2015, les attaques terroristes ont fait des milliers de morts et contraint près de 2 millions de personnes à fuir leur foyer. Dans la nuit de lundi à mardi, l'Océan Viking a secouru 113 personnes en mer Méditerranée. C'est la première opération de sauvetage du navire humanitaire de SOS Méditerranée depuis son accostage en France en novembre au terme d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Rome. Les migrants ont été dans les eaux internationales dépendant de la zone de recherche et de secours maltaise, une zone proche des frontières maritimes libyennes. Ils se trouvaient sur une embarcation pneumatique surchargée dans l'obscurité totale. Selon le porte-parole de SOS Méditerranée, pour l'heure, l'Océan Viking continue de patrouiller et il est encore trop tôt pour savoir où il pourra débarquer les personnes secourues.
Le gouvernement tunisien a annoncé un budget en hausse de 14,5% pour l'année 2023 par rapport au budget actualisé de l'année qui s'achève. Le budget 2023 est fixé à près de 21 milliards d'euros. Il a été élaboré sur la base d'un taux de croissance de l'ordre de 1,8%. Pour augmenter ses recettes fiscales, le gouvernement a notamment mis en place un nouvel impôt sur la fortune. La Tunisie, qui est en proie à une profonde crise financière, devrait faire face à une inflation autour de 10,5% l'année prochaine. Elle est appelée le blizzard du siècle. Depuis jeudi dernier, la tempête Elliott paralyse une grande partie des États-Unis. Une tempête d'une rare intensité avec des vents polaires qui ont provoqué d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands Lacs. Au moins 56 personnes ont perdu la vie. Le point sur la situation avec Souilas Bey. Dans la ville d'Hambourg, dans l'État de New York, il ne reste qu'un voile blanc et des rues désertes. Depuis mercredi dernier, la commune a des allures de ville fantôme. À l'origine, une tempête glaciale accompagnée de températures historiquement basses, frôlant les moins 48 degrés ressentis. Dans ces conditions, au moins 56 personnes ont perdu la vie. Nous avons connu beaucoup de guerres ensemble. Ce blizzard est celui de tous les temps. C'est clairement le blizzard du siècle. Nous sommes ici pour parler de notre approche collaborative afin de faire face à cette crise, car il s'agit bien d'une crise. Même si l'intensité de la tempête a faibli ces derniers jours, pour la gouverneure de l'État de New York, il est encore trop tôt pour dire quand elle s'arrêtera complètement. Nous regardons le ciel en ce moment et nous savons que la tempête va revenir. Nous attendons encore 15 à 30 cm et dans les villes du sud, la partie du comté d'Erie, au sud d'ici, ils ont eu 70 à 100 cm de neige pendant la nuit. Depuis le week-end de Noël, 12 000 foyers restent encore privés d'électricité. Quant aux routes, elles restent pour la plupart impraticables en raison du verglas qui s'est formé. Le maire de la ville de Buffalo en appelle à la prudence de ses habitants. Je veux que ce soit très clair. Il faut que les gens restent loin des routes. Les conditions de conduite sont toujours très difficiles. L'interdiction de circuler est toujours en place. Veuillez ne pas conduire dans la ville de Buffalo. Cette tempête, considérée comme la pire depuis 50 ans, a aussi paralysé les aéroports. Lundi, plus de 2600 vols étaient encore annulés aux États-Unis. L'état d'urgence a été déclaré dans l'État de New York. Il ne reste que quelques jours avant que l'année 2022 s'achève et à cette occasion, nous revenons toute la semaine sur les événements qui ont marqué l'année. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur la perte de l'influence de la France dans certains pays comme le Mali, le Gabon ou encore le Togo avec Émeric Torognan. 2022 aura été l'année qui a révélé la perte de l'influence de la France sur le continent africain. C'est le Mali qui a donné le ton en début d'année, précisément le 31 janvier, par l'expulsion de son territoire de l'ambassadeur français. Une décision en réponse à la déclaration quelques jours plus tôt du ministre français des Affaires étrangères, jugé outrageant par les autorités de transition maliennes. Tout au long de l'année, les relations entre les deux pays ont été mouvementées et émaillées de tensions. Poussée à la sortie par les autorités maliennes de transition, la France a retiré ses troupes militaires de la force Barkhane du pays. De Bamako à Ouagadougou en passant par Niamey, le refrain est le même, France dégage. Illustration ici au Burkina Faso en mars, où des centaines de manifestants demandent la rupture du contrat ferroviaire avec le groupe Bolloré, qu'ils considèrent comme un bras armé de l'impérialisme économique français en Afrique. Ces genres de manifestations se sont multipliés dans le pays tout au long de l'année pour demander également le retrait des forces armées françaises du territoire burkinabé. Le 1er octobre, au lendemain du deuxième coup d'État que le Burkina a connu en un an, la contestation contre la présence française est montée d'un cran. Des installations françaises ont été prises pour cible par des manifestants qui ont même incendié la façade de l'ambassade de la France à Ouagadougou. Retrait militaire du Mali, présence contestée au Burkina Faso, la domination française sur le continent africain semble de plus en plus contestée.
L'autre événement symptomatique du recul de l'influence de la France dans ses anciennes colonies en Afrique est l'adhésion du Togo et du Gabon au Commonwealth. Ces deux pays francophones ont intégré officiellement l'organisation dirigée par le Royaume-Uni et composée de 56 pays dont la plupart sont d'anciennes colonies britanniques en juin à l'occasion du sommet de Kigali. Pour justifier leur intégration, les deux ex-colonies françaises affirment vouloir diversifier leur partenariat économique. Et pour ces nouveaux adhérents, l'espace commercial qu'offre le Commonwealth est une opportunité à ne pas rater. Mais dans un monde de plus en plus globalisé, avec la guerre d'influence des puissances occidentales sur le continent africain, c'est un tournant géopolitique important. Il reste encore un peu plus d'un an avant que ne se déroulent les Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu cette année-là en France. Initialement prévues à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, les épreuves de tir sportif se dérouleront finalement dans la banlieue de Châteauroux. La discipline qui a rapporté à la France 34 médailles, dont 10 titres. Depuis 1896, n'y a pas perdu au change, bien au contraire. En 2015, la Fédération française de tir a racheté ses 100 hectares du site qui fut jusqu'en 1967 un centre logistique de l'OTAN. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas Laurent Leleu pour l'édition de la mi-journée. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télé Sud.